Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance d'information et d'échange organisée par Métaux Turngat. Je m'appelle Catherine Millet-Desrochers, je suis directrice chez Casacom, qui est une firme partenaire de Métaux Turngat. Merci beaucoup de vous être déplacés en si grand nombre ce soir dans un désir de faire les choses différemment. C'est important pour Métaux Turngat d'organiser une séance d'information ici au quartier Ferland pour entendre les perspectives et préoccupations des gens du quartier. Le projet de Métaux Turngat en est encore à ses débuts. L'entreprise place vraiment le dialogue ouvert, transparent, vraiment au cœur de ses valeurs. Donc, la séance de ce soir s'inscrit vraiment dans une série d'activités de rencontres avec la population. En avril, on a déjà eu 2 séances d'information qui ont eu lieu. En août, c'est 4 groupes de discussion qui ont été organisés, dont un spécifiquement pour les citoyens du quartier Ferland. Les activités vont se continuer tout au long de l'automne pour favoriser les échanges. Donc, aujourd'hui, pour notre séance, on a 2 objectifs. Donc, pour commencer, les représentants, les experts de Turngat vont nous présenter leur projet, c'est-à-dire la construction et l'opération d'une usine de séparation de terres rares ici à cette île. Puis, par la suite, ils souhaitent vous entendre, écouter vos opinions, vos préoccupations. Donc, on aura une période de questions également. Donc, on est vraiment ici pour dialoguer, pour comprendre vos perspectives, puis pour intégrer vos voix au projet. Permettez-moi de vous informer que la séance est enregistrée. Ça va permettre aux citoyens qui ne pouvaient pas se déplacer ce soir de visionner les échanges et de se tenir informés des discussions. Un compte-rendu sommaire va aussi être rendu disponible. Donc, si vous avez donné votre adresse à l'entrée, vous allez le recevoir. Sinon, il n'est pas trop tard pour nous donner votre adresse aussi. Ça va être présent sur le site web. La présentation de ce soir sera également disponible pour ceux qui sont intéressés. Donc, sans plus tarder, je vous présente les experts qui sont avec nous ce soir. Donc, vous avez Christine Burrow, qui est chef de la direction du marketing. Donc, Christine, chez Turngat, dirige tout ce qui est activité AESG, donc ce qui touche aux Autochtones, à l'environnement, aux éléments sociaux et de gouvernance. Elle s'occupe aussi du marketing et des relations gouvernementales. Christine est dans l'industrie des terres rares depuis déjà 2013. Avec nous également, on a Éric Luneau, qui est vice-président engagement communautaire et partenariat. Éric a plus de 27 ans d'expérience, principalement dans les domaines de direction des ressources humaines, la santé et sécurité, des relations avec les Autochtones, particulièrement dans l'industrie minière. Avec nous également Emmanuel Bécard, qui est gestionnaire principal en environnement, qui est ingénieur spécialisé en environnement et en santé et sécurité. Puis également dans la salle avec nous, Sylvie Saint-Jean, qui est vice-présidente environnement. Sylvie a plus de 25 ans d'expérience dans la gestion du secteur minier. Elle se spécialise en gestion de l'eau et de la biodiversité. Également avec nous, Aline Vandemer, qui est directrice des communications chez Turngat, ainsi que Wilfrid Mabonzo, qui est directeur des relations communautaires. Donc, pour ce qui est du déroulement de la soirée, on va commencer par la présentation avec les représentants de Métaux Turngat. Ça devrait être un 35-40 minutes. Puis, par la suite, on aura un 45 minutes de période de questions où on va vous inviter à poser toutes vos questions. Donc, votre participation est vraiment essentielle ce soir. On vous encourage à vous lever et à poser vos questions. Vraiment, chaque avis compte. Puis, c'est le moment d'enrichir et de continuer à façonner ce projet-là. On vous mentionne aussi que, évidemment, vous pouvez en tout temps faire part de vos commentaires par courriel. Il y a aussi une boîte à suggestions et à questions que vous avez à l'entrée. Donc, si jamais vous avez quelques commentaires à nous faire, ne vous gênez pas. Aux journalistes, il y aura aussi une période de questions qui sera dédiée à la fin de la session. Nos experts vont se rendre disponibles pour vous parler. Donc, merci beaucoup de votre présence. Puis, sans plus tarder, je vais passer la parole à Christine. Merci beaucoup, Catherine. Alors, bienvenue à tous et à toutes de cette session d'information. Je vous remercie beaucoup encore de partager votre temps, votre idée, vos questions avec nous aujourd'hui. Alors, je commencerai avec une présentation de Métaux Turngat et de notre projet de Strange Lake. Ensuite, Emmanuel va parler de l'usine de séparation de terres rares à cette île et de la gestion des aspects environnementaux. Après ça, Eric parlerait des impacts économiques pour le quartier Ferland, pour cette île et pour la région.
Enfin, et le plus important, je donne une autre emphase sur la période de questions. C'est le plus important but pour ce soir pour nous à Méthode Turngat. Nous apprécions tellement les questions qu'on a reçues pendant les derniers mois et en espérant de continuer d'augmenter ce dialogue. Nous sommes à l'écoute. Cette photo est de notre site d'exploration à Nunavik. Alors, on a des gens là qui travaillent sur, par exemple, des études de base. Alors, qui sommes-nous? Je suis très fière que beaucoup de l'équipe de Méthode Turngat est ici aujourd'hui, mais bien sûr, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le projet, sur la gestion de l'ingénierie et pour nous, c'est vraiment important que Méthode Turngat est une entreprise québécoise avec une vision ambitieuse pour l'avenir. Notre raison d'être est de contribuer à la lutte contre les changements climatiques en exploitant un gisement de terres rares de classe mondiale. Et ça devient plus urgent. Par exemple, vous savez bien, mieux que moi, que les feux de forêt, par exemple ici à la région, sont de pire en pire. Pour nous, c'est vraiment important que nous avons une approche bien basée sur nos valeurs et nos méthodes de travailler. Les terres rares que nous exploitons sont essentielles pour les technologies de demain. Nous croyons que notre projet peut jouer un rôle majeur dans la transition vers une économie à faible émission de carbone. Nous priorisons une approche intégrée et transparente avec les différents parties prenantes tout au long du projet. Nous nous engageons à bâtir un projet durable et responsable pour les 30 prochaines années et au-delà, en collaboration avec toutes les communautés concernées, incluant le quartier Ferland. Et pour moi, ce sont toutes les raisons pourquoi je travaille avec passion sur ce projet depuis plusieurs années. C'est vraiment quelque chose dans lequel je mets tout mon temps. Alors, c'est quoi les terres rares? À quoi elles servent? Même si on ne le réalise pas toujours, les terres rares sont présentes partout autour de nous et jouent un rôle crucial dans notre vie quotidienne. Par exemple, elles se trouvent dans les téléphones intelligents, dans les écrans d'ordinateur, l'éclairage LED, les vélos et les véhicules électriques. Les terres rares jouent un rôle essentiel dans de nombreuses technologies de pointe et sont indispensables à la transition énergétique. Elles sont utilisées spécifiquement, ils sont utilisés dans la fabrication des aimants permanents et les aimants permanents, c'est les technologies qui sont présentes dans de nombreuses technologies comme les éoliennes et les véhicules électriques. Alors, pourquoi développer un projet ici à Québec? Actuellement, c'est vraiment important parce que la demande pour les terres rares est en forte croissance. Le marché des terres rares est aujourd'hui dominé par la Chine, qui contrôle près de 100% de l'approvisionnement mondial. Alors, le est haut, mais c'est contrôlé par la Chine. Cette situation crée une instabilité de l'offre et ça risque notre transition énergétique. En outre, l'exploitation des terres rares en Chine se fait sans régulation stricte. Alors, notre projet vise à répondre à cette demande croissante en devenant le plus grand fournisseur des terres rares et spécifiquement les terres rares lourdes sont les terres rares en plus fort croissance et qui ont les valeurs les plus hautes.
Nous mettons l'accent sur la protection de l'environnement et des communautés locales en garantissant une transparence totale. C'est vraiment un commitment d'être transparent et une approche intégrée avec tous les parties prenantes. C'est pourquoi nous avons plusieurs personnes de l'équipe et le commitment de revenir et d'être ici plus en plus souvent. Alors, notre projet a 3 composants. Premièrement, le site minier à Nunavik. C'est situé à côté de lac Brisson. Là, on va avoir un mine à ciel ouvert et aussi la première étape de la traitement, c'est une usine de concentration où le minerai serait concentré avant d'être transporté. Et le deuxième composant du projet, c'est une route d'accès de la mine à un port flottant à la côte de Labrador. C'est une infrastructure essentielle pour transporter le concentré et de le transporter depuis le site minier jusqu'au Labrador où il sera acheminé vers notre usine de séparation proposée ici à cette île. Et troisièmement, cette usine de séparation, c'est au cœur du projet, de notre projet de terres rares. C'est là, dans cette usine, où les terres rares seront séparées l'un de l'autre. Les terres rares sont une famille de métaux et pour les valoriser, on doit les séparer. Alors, c'est l'étape le plus clé pour la valeur ajoutée de notre projet. Et, bien sûr, pour tous ces trois composants et particulièrement pour l'usine ici à cette île, c'est qu'on va optimiser les installations de pointe pour minimiser l'impact. Et avec ça, maintenant, je passe la parole à Manuel qui va expliquer en plus de détails les aspects environnementaux du projet et comment on va gérer et minimiser ces impacts. Merci. Merci, Christine. Je vais en profiter un petit peu pour me présenter un peu plus. Donc, comme Catherine l'a mentionné, j'ai une formation d'ingénieur chimique, mais j'ai aussi une expérience, une dizaine d'années en industrie, puis aussi une dizaine d'années en évaluation d'impact. Donc, depuis aussi quelques mois, j'ai vraiment les deux mains dedans le projet, l'usine de cette île. Donc, je m'occupe vraiment de l'étude d'impact pour le projet de cette île. J'ai les deux mains dedans. Donc, ça va me faire plaisir de vous présenter ce beau projet dont je suis très fière. Donc, prochaine. Donc, vous voyez ici l'emplacement de l'usine de séparation qui est proposée. C'est dans le parc industriel, le parc Vigneault. Il est situé, donc le site proposé est situé du côté ouest du parc Vigneault. Une superficie d'environ 140 acres, ce qui représente à peu près 1 km par 1 km, ce qui est assez petit là, quand on compare aux autres industries minières du secteur au Québec. Il se trouve à peu près à 3 km du secteur Ferland. Donc, vous voyez ici en rouge, c'est les limites du parc industriel et en vert, ça représente les limites. Et en vert, les limites du terrain. C'est proposé. Ce que vous voyez ici, c'est vraiment le plan préliminaire de l'usine de séparation. Une modélisation 3D. Ça sera modifié là, en fonction des nouvelles données. Là. Justement, notre équipe d'ingénierie est en train de faire une nouvelle version de cette proposition. Ce qui est important ici de savoir, grosso modo, l'usine de séparation, on va recevoir 150 000 tonnes de concentré à chaque année et on va les transformer à peu près en 15 000 tonnes de métaux, d'oxyde de terre rare, et de carbonate de terre rare à chaque année.
Vous voyez ici, de la façon que c'est présenté, au niveau de l'aménagement paysager, ça va être quelque chose qui va être important pour nous, c'est que l'usine s'harmonise au niveau du secteur. De façon générale aussi, vous voyez dans la modélisation, au fond, ça représente le parc de résidus miniers qui est intégré dans notre usine. Ici, c'est vraiment une modélisation préliminaire. Ce ne sera pas un carré orange, là, je vous le promets, ça va être autre chose. Et ce qu'il y a en avant du parc, ce sont donc toutes les unités d'opération de l'usine. Il va y avoir des bâtiments qui vont être dédiés à l'entreposage, donc des bâtiments pour les différentes unités et bien sûr des bâtiments administratifs, un stationnement comme tout bon site industriel. Et ce qui est important aussi de voir dans l'image qui est là, les unités d'opération vont être à l'intérieur des bâtiments, ce qui est très bon au niveau environnemental, car comme les procédés vont être à l'intérieur, toutes les poussières, toutes les émissions vont être plus gardées à l'intérieur. Donc, ici, une description du procédé chimique. Je pourrais en parler pendant des heures. Je vais faire ça simple. Je vais vous faire sommairement la description des procédés d'opération. Tout d'abord, une première unité, c'est l'unité de sulfatation. C'est dans cette unité-là que le concentré est mélangé avec de l'acide sulfurique qui est chauffé à très haute température pour transformer les éléments de terre rare en sulfate de terre rare. Donc, ensuite, ce mélange-là est envoyé dans l'unité de lixiviation. L'unité de lixiviation, ça permet de prendre des terres rares sulfatées, de les mélanger à de l'eau. L'eau agit comme solvant, donc c'est ça le procédé de sulfatation, pour dissoudre les métaux et les garder dans le mélange. Ensuite, ça le garde dans le mélange et le reste des métaux qui ne nous intéressent pas, donc sont gardés, donc qui n'est pas dissous, se trouvent encore sous forme solide et vont être acheminés au parc de résidus. Ensuite, le courant de terre rare là, qui est mélangé à de l'eau va s'en aller dans la troisième unité, celle de séparation, où les terres rares vont être extraites et séparées dans des flux distincts. Donc, c'est vraiment les trois unités sommairement du procédé de séparation. Je vous parlais ici donc de sulfatation, d'extraction par solvant. Ce sont tous des procédés chimiques très connus et reconnus à travers le monde. On est associé avec des bons partenaires d'ingénierie pour faire le design de ces procédés-là, tels Mezzo et Carrister, donc des compagnies avec la fine pointe de la technologie. C'est ça au niveau des procédés aussi. Je vous parlais d'acide sulfurique, il y a aussi d'autres produits solvants, de l'acide nitrique. Ce sont tous des produits, les produits qui vont être utilisés sont tous des produits qui sont souvent utilisés dans toutes les industries qu'on retrouve à cette île et toute autre industrie qu'on retrouve au Québec. Là. Entre autres, l'acide sulfurique, c'est un des produits chimiques qui est les plus utilisés par l'industrie. Maintenant, une petite représentation des étapes clés du projet. Le projet, a débuté 2023. On a commencé à en parler et on est à la table d'essai à ce moment-là. Et l'opération, on vise 2028-2029. Donc, on est vraiment au début du processus. Et ce que j'aimerais souligner ici, c'est la petite ligne orange qui représente les consultations et informations du public. Et donc, c'est vraiment tout au long du processus qu'on est en train de suivre. Donc, c'est vraiment important pour nous. C'est au cœur de notre démarche. Donc, on veut être à l'écoute des préoccupations puis entendre vos suggestions au niveau du projet. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui.
Je vais vous présenter un petit peu plus en détail les différentes phases du processus et des étapes clés. Donc, tout d'abord, il y a les étapes au niveau de l'ingénierie. Donc, on commence toujours par une étude de préfaisabilité, une étude de faisabilité. Et en parallèle, il y a les études environnementales qui se font. Donc, il y a toujours des études de référence environnementales qui se font au tout début du projet. Et ensuite, les études d'impact sont réalisées. Une fois que l'étude d'impact est complétée, on la présente au ministère et à ce moment-là, ils en font l'analyse, ils voient si c'est recevable. Donc, si c'est recevable, on peut continuer le processus. Et là, par la suite, quand on continue le processus, on va passer au BAP, donc au bureau d'audience publique. Là, on va présenter le projet une autre fois et on va vraiment avoir des discussions et des consultations encore plus officielles avec toutes les parties prenantes. Et une fois qu'on aura passé le processus du BAP, c'est là qu'il va y avoir un rapport qui va être émis par le bureau du BAP au niveau de la recommandation pour l'acceptabilité du projet. Et c'est seulement une fois qu'on aura été accepté, que là, on pourra passer aux prochaines étapes pour avoir nos permis, les autorisations. Et ensuite, on va débuter la construction. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, on est au tout début, comme on l'a mentionné tout à l'heure, au tout début du processus. Donc, on est encore en plein milieu de nos études de préfaisabilité. Au niveau environnemental, on est à l'étape des études de base, des études de référence. Donc, c'est vraiment un bon moment pour accueillir vos commentaires, vos préoccupations. On va les prendre en considération dans le design et au niveau du processus. Maintenant, passons à la gestion des aspects environnementaux. Comme je disais tout à l'heure, donc l'étude environnementale, c'est très important. Pour minimiser les impacts, on doit avoir un programme complet d'études environnementales. Ça va être important de bien caractériser l'état actuel du site, puis de l'environnement, puis de la communauté autour pour être capable de bien évaluer les impacts du projet. Les études environnementales ont déjà débuté ce printemps. Donc, pour les gens, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent au parc Vigneault, vous avez peut-être vu quelques personnes qui étaient dans le secteur ouest du parc. C'était les équipes qui étaient en train de faire les études de base. Il y a même eu quelques drones. Je sais qu'il y a eu des gens qui ont vu des drones qui survolaient le terrain. Donc, ça faisait partie des études qu'on a faites. Donc, c'était vraiment important pour nous de caractériser les différents états environnementaux. Donc, les eaux, les milieux humides, qui sont protégés. On a fait aussi des mesures au niveau acoustique pour savoir c'était quoi le niveau de base, les bruits de fond au niveau sonore. Donc, c'est ce qu'on a fait cet été. Aussi, tout ça va se prolonger au niveau de l'automne et de l'hiver. Il va y avoir des études de la qualité de l'air aussi qui vont être réalisées. Et tout ça, c'est très important pour bien connaître le site et l'environnement pour mieux en évaluer les impacts par la suite. Donc, l'importance de minimiser nos impacts, c'est vraiment le pilier de notre projet. On veut minimiser, bien sûr, l'empreinte de notre projet au maximum. Notre approche, c'est vraiment basé sur l'utilisation des meilleures technologies, des meilleures pratiques. On fait une approche proactive et transparente. C'est aussi pour ça qu'on est là ce soir. On veut aussi, bien sûr, respecter les normes les plus strictes. C'est très important pour nous. Les impacts, bien sûr, dont nos études vont traiter, c'est les gaz à effet de serre, la gestion des résidus sont présentés ici, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les milieux humides, la qualité de vie. Je vais peut-être en profiter un peu pour parler au niveau des gaz à effet de serre tout de suite. Les autres impacts, je vais en parler un petit peu plus longuement dans les prochaines
dans les prochaines diapos. Au niveau des gaz à effet de serre, une chose dont on est fier, c'est qu'au niveau de l'usine, on va être au niveau de l'usine de séparation de cette île, au niveau de nos émissions, on sera pratiquement à 0 gaz à effet de serre. Au départ, le concept initial était supposé carrément être avec des hydrocarbures. Non, finalement, on a évolué vers une solution qui voulait utiliser le gaz naturel et finalement, on a opté pour l'hydroélectricité, même si c'était une première là, de faire une telle usine avec hydroélectrique. Donc, c'est vraiment un aspect dont on est fier. Et aussi, je voulais vous mentionner par rapport à ces différents impacts, on a déjà pris en compte les commentaires puis les préoccupations là, depuis le mois d'avril. Donc, au niveau de tout ça, donc on va vous présenter ça. Donc, radioactivité, on sait que c'est une préoccupation importante pour tous. Ici, on en a beaucoup parlé, beaucoup entendu parler. Mais souvent, la radioactivité, ça fait peur, puis c'est difficile à comprendre. C'est souvent mal compris. Donc, bon, je ne vais pas en parler de façon exhaustive, mais je veux quand même mettre quelques bases au niveau de la radioactivité ce soir. Il faut faire une différence entre la radioactivité naturelle puis la radioactivité des centrales nucléaires. Donc, la radioactivité naturelle, c'est ce qu'on retrouve un petit peu partout. La radioactivité, ça provient à la base des rayons cosmiques, donc ça provient du Soleil puis des galaxies, puis aussi il y a une bonne partie de la radioactivité qui provient directement de la croûte terrestre. Donc les roches qui sont en dessous de nous, la radioactivité provient de cet endroit. On en trouve vraiment partout de la radioactivité dans nos comptoirs qui sont faits en granit. C'est quand même le granit, c'est un minerai qui a beaucoup de radioactivité. Puis au niveau des aliments aussi, la banane est un aliment qui contient beaucoup de réactivité. Puis justement, aujourd'hui, Sylvie mentionnait que, c'est vrai, faisait référence qu'au niveau, le corps humain, c'est une bonne source de radioactivité. Je me rappelle quand je suis allée sur le site cet été, sur le site d'exploration, où on faisait justement des mesures de radioactivité. Puis avec le 12 mètres, on s'amusait à faire des mesures sur nous. Et oui, on avait des belles lectures. Donc, c'est ça. Au niveau de la radioactivité, ça se retrouve partout. Et donc, dans nos minerais de terres rares, il y a de la radioactivité. C'est de la radioactivité naturelle. Donc, le bouclier canadien a aussi un certain taux de radioactivité naturelle. Donc, bien sûr, une préoccupation pour vous, une préoccupation pour nous, pour nos futurs employés, c'est certain. Mais on est quand même content. Avec les études qui ont été faites récemment, on a vraiment pu confirmer que les seuils qui allaient être, que les mesures, que les quantités de radioactivité qu'on a retrouvées sur le site allaient être en dessous des seuils qui sont acceptables selon les lignes directrices du Canada sur les matières radioactives. Donc, ce que ça veut dire, ça ici, c'est qu'au niveau du public, donc si quelqu'un se tient à la clôture de nos installations pour toujours, donc le seuil va être en dessous de 0,3 millisieverts par année. Bon, c'est quoi 0,3 millisieverts par année? Bien, c'est une mesure de la radioactivité. C'est une des façons dont on mesure la radioactivité. Et pour peut-être un petit peu vous mettre en perspective, qu'est-ce que ça représente 0,3 millisieverts par année? Une personne qui a un scan, une personne qui a un scan une fois, là, donc je ne sais pas, 4 scans, c'est quoi le nom? IRM, c'est ça, quelqu'un qui reçoit un IRM. Donc, c'est l'équivalent de se tenir pendant 20 ans à notre limite de propriété sans arrêt. Donc, c'est ça au niveau comparatif. Donc, pour nos employés,
Donc, le seuil qui est respecté, c'est 1 millisievert par année, donc qui est quand même 3 fois plus. Mais là, on pourrait le comparer à 3 scans. Donc, un employé serait pas plus, qui travaillerait à temps plein sur notre site, serait pas plus exposé que quelqu'un qui aurait passé 3 scans dans sa vie. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que selon les guides, ce ne serait même pas requis d'avoir un programme de suivi officiel. Bien sûr, on ne fera pas ça. On est une équipe responsable. On va avoir des campagnes qui vont se faire de façon annuelle et on va mettre aussi toutes les mesures de protection requises et on va faire un suivi là, vraiment rigoureux et régulier au niveau de la radioactivité. Maintenant aussi, parlons de la sécurité. C'est un engagement fondamental pour nous, pour la population, pour les employés aussi, pour la communauté. Donc, je vais mettre l'emphase des mesures de sécurité qui vont être mises en place pour le parc de résidus. Donc, une des premières choses qui va être faite, les résidus, bien sûr, vont être mélangés avec du ciment dans le parc de résidus. Ce que ça va permettre de faire, de le lier avec du ciment avant de l'envoyer au parc de résidus, ça va réduire la volatilité du résidu. Ça va permettre vraiment de binder, de coller, de coller les particules, donc ce qui réduit la volatilité et la dispersion des particules fines. Ce qui fait en sorte, le fait d'ajouter du ciment, ça réduit aussi la radioactivité. Ça fait également en sorte que la lixiviation sera rendue beaucoup plus difficile, donc la contamination. Là. Donc, ce sont les avantages de mélanger du ciment avec les résidus. Aussi, une autre chose que je pourrais mentionner, c'est au niveau de l'uranium. On a eu beaucoup de questions au niveau de l'uranium. Qu'est-ce que ça représente? On a de l'uranium dans nos résidus. Mais ça représente environ 4 mètres cubes par année qui seraient mélangés dans tout ça. Donc, c'est pas plus gros qu'une auto, là, d'uranium qui serait mélangé à travers tout le parc de résidus. Aussi, au niveau de l'opération de parc de résidus, ce qui est important de savoir, c'est qu'il va être couvert immédiatement et en tout temps. La seule partie du parc de résidus qui va être découvert, ça va être la partie qui va être en opération, donc on va être en train de remplir. Il va y avoir aussi, sous le parc à résidus, une double membrane, puis un système de détection de fuite, ce qui va vraiment nous permettre de limiter les risques, même de rendre impossible la contamination du sol. Parce que, tout à l'heure, je parlais du ciment qui rendait la lixiviation impossible, et même si la lixiviation est impossible, il y a une double couche, une double membrane sous le parc. Donc, ce sont vraiment des mesures de sécurité super. Et également, tous les systèmes de contrôle de poussière qui seront mis en place. Donc, c'est bon pour la sécurité. Merci. Maintenant, le radon. Oui, on a eu des questions par rapport au radon. On en entend beaucoup parler. Je sais aussi qu'à cette île, il y a un programme qui est en place pour les mesures de radon. On en retrouve un petit peu partout dans toutes les maisons. C'est vraiment lié à la roche qui se trouve à proximité. Puis c'est surtout un problème au niveau des sous-sols. La problématique avec le radon, c'est quand celui-ci peut être capturé, se retrouve confiné à un certain endroit. Donc, bien sûr, le radon, ça nous concerne. Le radon, c'est un sous-élément de l'uranium. Donc, la pile va en émettre. Mais, c'est certain, ça va en émettre à la surface. Donc, pour que ça puisse s'accumuler et causer un problème, il faudrait qu'il y ait certaines cavités où il pourrait s'accumuler à proximité, ce qui n'est pas le cas. Puis si on se pose la question, est-ce que ça peut se rendre au
voisins, aux différentes communautés. Non, à partir de l'atmosphère, ce qui va arriver, c'est que ça va se disperser rapidement. Et aussi, l'autre élément, c'est que le radon, le demi-vie est assez courte, donc il va se transformer en autre chose assez rapidement, ce qui fait en sorte qu'il ne pourrait avoir aucun impact là, au niveau des résidences ici, là, au parc Terland. Merci. Un autre aspect important, c'est l'eau. Donc, l'impact sur la qualité des eaux. Encore une fois, ici, on vous a écouté suite aux discussions qui avaient été tenues, je pense, au début de 2024. Pour nous, c'est sûr, c'était quelque chose de très important de réduire l'impact sur l'eau. C'est pour ça qu'on a décidé de développer un système de traitement d'eau en boucle fermée. Donc, l'eau qui va être utilisée par notre procédé va être traitée, entièrement traitée et entièrement réacheminée dans notre procédé. Donc, on va vraiment réutiliser l'eau, la recycler à 100% dans notre procédé. Il ne va y avoir aucun rejet d'eau de procédé à l'environnement ou ailleurs. Donc, tout ça est gardé à l'intérieur de notre usine. Là, vous demandez, OK, mais quand même, il faut qu'elle vienne de quelque part, l'eau que vous utilisez. Donc, oui, c'est certain, pour le démarrage, on va avoir besoin d'une bonne quantité d'eau. Ça représente à peu près 10 000 mètres cubes. Donc, ce qu'on suggère, la proposition, ce qui est suggéré, c'est de s'alimenter de l'usine de traitement des eaux usées municipales. Donc, on irait prendre directement l'eau là-bas pour faire le démarrage de notre usine. Et c'est certain que donc, on aurait besoin d'une grande quantité pour démarrer l'usine. Et par la suite, il va y avoir une certaine alimentation d'appoint là, qui va être requise parce que, oui, on fait du recyclage à 100%, mais il va y avoir l'évaporation, il va y avoir une quantité d'eau qui va se retrouver dans les résidus. Donc, on va avoir besoin d'une alimentation d'appoint de façon régulière. Donc, on est très fiers là, de dire là, qu'au niveau de la qualité des eaux, on minimise les impacts. Donc là, je voulais en venir avec le phénomène des bassins versants. Donc oui, on utilise un procédé en boucle fermée pour l'eau, mais s'il y avait un incident, s'il y avait un déversement, est-ce que cela pourrait impacter le lac des Rapides qui est juste à côté et qui est votre alimentation en eau potable? Donc, elle est à quelques kilomètres. Donc, je suis contente de vous dire que non, ce n'est pas possible à cause du phénomène de bassin versant. La localisation de l'usine est vraiment idéale parce qu'on est de l'autre côté du bassin versant. Donc, si on avait un déversement qui était sur notre site, ce qu'on ne veut pas, ce qui ne va pas arriver parce qu'on a toutes les mesures de protection en place, ça ne pourrait pas se rendre au lac des Rapides. C'est certain, tout ça va être confirmé avec notre étude d'impact. Il va y avoir des études hydrogéologiques, mais de façon préliminaire, on est très confiant là, que tout ça va se confirmer. Et dernièrement, gestion de la poussière, la qualité de l'air, un autre aspect très important. Donc, je vais y aller avec les mesures qui sont en place à l'arrivée des produits. Donc, premier point, le transport est optimisé. Donc, le concentré va arriver sur le site dans des super sacs, ce qui va faire en sorte qu'il n'y aura pas d'émissions possibles pour le transport du concentré. Les super sacs vont être ouverts à l'intérieur de nos bâtiments pour être alimentés dans le procédé. Donc, encore une fois, ça limite les émissions possibles de poussière. Ensuite, on va utiliser pour la qualité de l'air et les poussières, on va utiliser des technologies de pointe. Donc, le système de traitement des gaz va vraiment être à la fine pointe de la technologie. On va utiliser un système par épuration humide avec injection de chaud pour le traitement des gaz.
Et finalement aussi, une fois qu'on est parti du procédé au niveau des résidus, comme je vous disais tout à l'heure, tout cela va être couvert. La seule partie du parc de résidus qui ne sera pas couverte, ça va être la partie qui va être activement utilisée. Donc, on va vraiment, à la base, on veut diminuer les impacts en utilisant les meilleures technologies. Et c'est certain que là, pour le moment, c'est les meilleures technologies qui sont mises en place. Il va y avoir des études, dans l'étude d'impact, il va y avoir une modélisation de la dispersion atmosphérique qui va se faire des contaminants pour vraiment évaluer, s'assurer que toutes les mesures en place vont diminuer, limiter les impacts le plus possible. Et donc, ça va nous confirmer que tout ce que la qualité de l'air va être bonne à cette île. Merci. Donc, voici, c'est un survol du procédé, la présentation de l'usine et des impacts environnementaux. Maintenant, je vais passer la parole à Éric, qui va parler des impacts économiques. Ouais. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup de vous être présenté ce soir pour venir nous écouter. Ça nous fait bien plaisir. Donc, je vais parler un petit peu de l'impact économique pour le projet. Donc, ce qu'on a à offrir avec le projet, ça va représenter une opportunité économique significative pour la région. Et vous allez voir des chiffres dans quelques secondes. En plus de renforcer l'industrie minière, le projet va aussi contribuer à diversifier l'économie locale. Donc, on est dans une industrie qui est pas présente à cette île. Donc, on amène une nouvelle industrie dans le giron économique de cette île. Ça va créer des emplois de qualité, puis ça va stimuler le développement économique de façon durable. Si on regarde au niveau de l'impact économique, si on prend par exemple la première ligne en haut, au niveau de la construction, donc la construction va se faire ça va être lissé sur 2 ans. Ça devrait représenter un investissement global de 760 millions de dollars. Et pendant la période de construction, il va y avoir, et encore là, c'est lissé sur les 2 ans, mais il y aurait jusqu'à 2350 employés qui viendraient travailler à la construction du projet. Pas tous en même temps, de façon lissée, comme je disais, à tour de rôle, pour des retombées totales fiscales de 74 millions de dollars. Ça, c'est la phase construction. L'autre phase juste en dessous, la phase opération, donc pour les 30 années et plus de durée de vie de la mine, donc on prévoit là, des revenus d'opération d'environ de 400 millions de dollars par année. Il y aurait environ 250 employés qui travailleraient ici à l'usine et ça rapporterait des revenus fiscaux de près de 28 millions de dollars annuellement dans la région. Donc 250 employés directs, à peu près 350 employés indirects. Au niveau des emplois disponibles, bon, on est encore en train de regarder la façon dont on va exploiter l'usine, les équipements qui vont être utilisés, donc ça génère combien d'emplois, quelle force de travail qu'on a besoin pour la main-d'œuvre qui va être utilisée. Mais pour les 250 emplois qu'on prévoit pour l'instant, donc on a une liste ici là, de postes qu'on prévoit. Donc il y a des postes d'opérateurs à l'intérieur des bâtiments, il y a des postes de journaliers. On va aussi développer des postes de techniciens, des postes d'ingénieurs, des postes de chimistes, des postes de gestionnaires, des superviseurs de production, des contremaîtres généraux et des postes de spécialistes, que ce soit en santé et sécurité, en ressources humaines, en environnement ou dans d'autres domaines. On va, au niveau de la formation, donc pour la main-d'œuvre, on va avoir une main-d'œuvre qui va être hautement qualifiée. On développe une nouvelle sphère économique, des nouveaux postes, une nouvelle technologie, un nouveau domaine. On va travailler de concert avec les centres de recherche qu'il y a dans la région, avec les différents programmes de formation qu'il y a déjà en place, mais on va aussi travailler avec les écoles, le cégep, l'université, les centres de formation professionnelle qui sont ici, pour développer la main-d'œuvre selon les besoins techniques qu'on va avoir à utiliser à l'usine.
Au niveau des entrepreneurs puis des fournisseurs, je ne sais pas s'il y en a ici dans la salle présentement, mais notre ambition, ce qu'on veut faire, c'est de travailler le plus possible au niveau local, donc avec les entrepreneurs de cette île, avec les fournisseurs de la région de cette île, du quartier Ferland, de Ouachat et autres, pour pouvoir travailler de façon locale et favoriser le développement local. Donc, et ça, c'est autant pour l'usine, qui est dans la première colonne, que pour la route du côté du Labrador. Il pourrait y avoir des possibilités pour des entrepreneurs ou des fournisseurs de travailler du côté de la route. Le port, qui va être sur la côte est du Labrador, et la mine, qui est au lac, le projet Strange Lake, mais qui se trouve au lac Brisson. Donc, il y a des opportunités sur ces composantes-là. On est présentement aussi là, en train d'aller pour l'étude de préfaisabilité. Donc là, on a les appels d'offres qui ont commencé à être envoyés pour la présélection des entrepreneurs qui pourraient être intéressés sur les différents appels d'offres sur le projet. Donc, il y a 105 ou 112 appels d'offres qui ont été envoyés. On invite les entrepreneurs à s'enregistrer. Et puis, il va y avoir une analyse de voir quelle est la capacité des entrepreneurs de pouvoir effectuer le travail. Et puis, par la suite, cet hiver, les vrais appels d'offres vont être lancés. Ceux qui seraient intéressés à participer aux appels d'offres, on vous invite à aller sur notre site web. Puis, dans la page principale, en haut à droite du site web, il y a un encart qui s'appelle « Fournisseurs ». Si vous allez là-dessus, vous allez avoir toute la démarche à suivre pour pouvoir vous enregistrer puis nous faire parvenir vos informations pour pouvoir être enregistré sur notre liste d'entrepreneurs. Les bénéfices pour cette île, donc, il va y avoir une diversification de l'économie locale. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Développement de l'expertise pointue. Donc, c'est un nouveau créneau industriel. On va avoir des opportunités de partenariat avec les entreprises de la région. Création d'emplois de qualité et bien rémunérés. Il va y avoir aussi le développement de programmes de formation avec les institutions d'enseignement local. On va avoir la possibilité de contribuer de façon majeure dans la région pour la transition énergétique et pouvoir participer au soutien à la communauté, que ce soit pour des logements, des garderies ou des différents organismes communautaires, etc. Donc, on est ici pour s'installer pour plusieurs années, 30, 40 ans et plus. Donc, on veut être un bon citoyen corporatif, on veut participer à l'économie locale, on veut participer à la communauté. Donc, c'est le plan qu'on a, c'est ce qu'on veut mettre en place avec le projet qu'on a à offrir. Maintenant, on a assez parlé. Merci, Éric. Merci à répondre. On va maintenant commencer la période de questions. Donc, c'est vraiment l'occasion pour vous là, de vous exprimer, de demander des précisions, partager vos points de vue. Donc, pour faciliter le tout, on va vous demander de venir au micro qui est à l'avant, donner votre nom puis poser votre question. Pour que tout le monde ait la chance de s'exprimer, on vous demanderait de faire une question à la fois. Si vous en avez deux questions, c'est correct, mais juste de laisser les gens qui sont en ligne poser leurs questions également. Donc, la période de questions est prévue pour durer 45 minutes, là, mais évidemment, on reste disponible si vous avez des questions de plus à aborder. Donc, à vous la parole. Bonjour, merci de vos informations. Je me présente Jeanne Roussel, Club Quad Nord-Côtier VTT, Sept-Îles. J'ai vu sur la feuille ici, il m'a expliqué tantôt que le carré rouge, c'est les lignes du parc industriel du parc Vigneault. OK. Nous autres, on a vu que où vous voulez bâtir votre usine, que vous chevauchez notre sentier de Quad. Si jamais vous empruntez cette ligne-là, nous autres, on ne peut pas passer. Est-ce que dans votre projet, c'est prévu que vous pouvez réaménager notre sentier un petit peu plus loin? Oui, s'il y a un impact sur le sentier, on va travailler avec la ville pour pouvoir réaménager le sentier ou avec le club ou avec qui de droit là, pour pouvoir réaménager ce qui était en place. Ouais. OK, merci. J'ai une autre question, est courte. Nous autres, on vit un gros problème à cette île du fly-in, fly-out. Le monde vient ici, ils travaillent 6 jours, ils s'en vont, il n'y a pas d'argent qui reste ici.
Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. On y a pensé, mais on en a entendu parler depuis qu'on fait des audiences puis qu'on fait des rencontres avec la population. Tout le monde nous dit pas de fly-in, pas de fly-in, fly-out. Donc, c'est la raison pourquoi on veut travailler sur une possibilité de logement. On comprend. On a 250 employés. On espère avoir des employés de la région qui vont venir travailler dans l'usine. Mais il se pourrait qu'on soit obligé d'amener des employés ici dans la région aussi, quelques employés, mais on veut aussi participer en tant que bon partenaire corporatif là, à tout ce qui est l'offre de logement, et puis travailler dans ce sens-là. Donc, il va falloir travailler avec la ville pour pouvoir essayer de lever ça, puis construire ça, mais notre intention, c'est de s'impliquer au niveau du logement aussi. Merci. Bonjour, Sébastien Thériault. Dans le fond, vous parlez de la main-d'œuvre, surtout d'opérateurs, ingénieurs, des hauts postes ou des postes de base, opérateurs. Vous ne parlez pas de métiers spécialisés pour la maintenance, électricien, mécanicien, plombier. Vous ne parlez de rien de ça. Fait que vous n'avez pas de maintenance de prévu au site, aucune maintenance pour les bris, les fuites. Comment ça va marcher? Oui, il va y avoir de la maintenance, mais on ne sait pas présentement combien qu'on va en avoir de besoin. Pour les postes spécifiques, les millwrights, comme tu dis, les pipe fitters, les électriciens, mécaniciens, etc. On n'a pas encore... Ça dépend de quels sont les équipements qu'on va utiliser. Puis à partir de là, on va savoir quels sont les postes qu'on va avoir de besoin. Mais c'est certain qu'on va avoir besoin de maintenance. C'est bon, merci. On devrait améliorer nos diapos. Puis c'est sûr aussi que la liste est préliminaire, là, donc on en est au début, donc exactement, ça va s'améliorer. Bonjour, Guillaume Dugas. Dans le fond, on parle de 150 000 tonnes transportées jusqu'à Sept-Îles et 15 000 tonnes sorties de concentré. Fait que ça fait 135 000 tonnes de résidus miniers. Il me semble que le site n'est pas très gros pour contenir ça dans une année, surtout sur 30 ans. Ça va faire beaucoup de résidus miniers. Oui, ben, exactement. Au niveau du design, quand on présentait un petit peu l'élément carré, c'est vraiment ce que ça représenterait au niveau de la quantité. Mais au niveau du design, donc oui, c'est tout à fait, ça représente une certaine superficie, c'est certain, mais ce ne sera pas visible. On va vraiment tout faire les efforts pour que ça s'harmonise avec le paysage. Ça va être fait de façon responsable aussi en cellules, donc vraiment de façon perméable. Et par la suite, il va y avoir un plan de fermeture, de restauration qui va faire en sorte que tout cela, une fois que l'usine, parce que l'usine est là pour 30 ans, peut-être plus, mais en tout cas, elle est là pour 30 ans, mais quand ça va fermer, tout ça va être recouvert et va s'harmoniser avec le paysage. Ouais. Mais comme que je dis, là, sur 30 ans, 135 000 tonnes par année que vous prévoyez, mais c'est sûr, si ça augmente, là, je viens du domaine minier, 135 000 tonnes, c'est beaucoup. Là. Ça fait une belle pile. Dans 1 km², c'est pas long que la pile monte. Peut-être, je pense, je ne sais pas si ça va plus agrandir de largeur et de superficie. Là. Oui. La hauteur, c'est 10 mètres maximum que ça va avoir. Donc, c'est vraiment au niveau maximum, ça n'aura pas une hauteur plus élevée que 10 mètres. Là. On n'est pas rendu à comment de superficie encore. Oui, on a tout évalué ça. Donc, l'espace qui était représenté là, par rapport au total, oui, ça représentait ça. Ouais. Yeah. Merci. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez venir au micro si vous avez une question pour qu'on puisse bien entendre? Le 1 km par 1 km du départ, ça veut dire que plus que vous allez sortir de tonnes, plus que le terrain peut agrandir. Hein. Non, le terrain ne va pas plus s'agrandir. C'est vraiment la superficie maximum là, pour les 30 années là, d'activité. OK. J'ai une autre question. Ouais. Vous dites que c'est une première mondiale, la sulfatation électrique. Dans le fond, avec la limitation de notre réseau électrique, déjà les usines ici sont limitées côté électricité.
c'est quoi la consommation de l'usine? Avez-vous prévu des calculs pour ça? Oui, Comment allez-vous exactement. faire? On a fait une demande justement de bloc d'énergie là, qui a été déposée. Ça fait déjà en 2023 qu'elle a été déposée, donc elle est à l'étude. Ça représente à peu près, si mon souvenir est bon, à peu près 70 mégawatts, donc qui est à l'étude actuellement sur le bureau, sur le bureau d'Hydro-Québec. Puis est-ce qu'il y a 70 mégawatts de disponibles sur le réseau Oui. présentement? Oui, avec les discussions qu'on a eues, donc en fonction de l'année de construction, on allait démarrer, l'énergie allait être disponible à ce moment-là. Et on peut partager nos calculations sur le espace qu'on a besoin pour les résidus. On peut tout partager comment on calcule le tonnage et le terrain qui va être pris pour ça. Bonsoir. J'écoutais votre présentation. Quand vous parliez des impacts, tout ça, sur l'environnement, la santé, je restais un peu avec l'impression que la manière que vous présentiez ça, c'est comme un peu, on pourrait aller prendre une marche de santé justement sur le parc à résidus. Ça semblait très minime, les impacts, là. Je me demande, sérieusement, là, je suis un peu sceptique quand même quand j'entends ça, mais quand est-ce qu'on aura des vraies données là, justement à ce propos-là? Est-ce que c'est seulement au BAP ou... Non, bien actuellement, déjà, on a certains, c'est ça, on a des tests qui se font, donc des données qui se confirment. On a vraiment maintenant des nouvelles données de radioactivité. C'est certain qu'on ne pourrait pas aller faire une balade sur le parc à résidus, ce n'est pas recommandé. Quand ce sera fermé, quand la fermeture aura lieu, que ce sera recouvert d'une couche, oui, là, à ce moment-là, on pourrait se balader. Mais quand je faisais l'explication tout à l'heure, c'est qu'on pourrait se tenir à notre limite de propriété, là, sans avoir... OK, merci. Puis, M. Luneau, vous aviez des données quand même assez précises au niveau économique, tout ça, mais pour ce qui est, un peu comme l'autre résident parlait tout à l'heure, du nombre de tonnes par année, tout ça, est-ce que vous avez des chiffres précis pour le parc à résidus? OK, j'ai manqué ce bout-là. Est-ce que c'est combien par année? De parc à résidus, c'est à peu près 135 000 tonnes par année. OK. À peu près, Okay. Ouais. Parfait. Ouais. Merci. Moi, c'est Alain Tifo. Je me demandais juste par curiosité s'il va y avoir des subventions gouvernementales, un peu comme Nordvol, s'il va y avoir des centaines de millions de dollars qui vont être investis dans ce projet-là. Ben, tu sais, un peu comme on... Il va y avoir des... Ben, un peu comme on entend parler avec Nordvol, là, qui ont des, je ne sais pas combien de milliards que le gouvernement, on pourrait essayer de dire donner, mais je ne sais pas si le projet TONGAT va être un petit peu la même chose, que vous allez vous tourner vers le gouvernement pour peut-être réclamer de l'argent. Tu veux en parler? Est-ce qu'il y a du financement du gouvernement pour participer à... On parle avec le gouvernement de Québec. Investissement Québec a un mandat d'investir au Québec, particulièrement dans les minéraux stratégiques et stratégiques comme les terres rares. Mais pour eux, avant de faire l'investissement, ils font leur recherche de nos coûts, de nos plans, de nos impacts environnementaux. Et aussi, on parle avec le gouvernement du Canada, on parle aussi avec les autres investisseurs privés, parce que pour eux, il y a un niveau haut pour montrer que le projet est viable. Et viable, ça veut dire c'est attractif économiquement, mais aussi qu'on a l'acceptabilité sociale, qu'on a des partenariats locaux, on a des partenariats avec les groupes autochtones, bien sûr avec Ouachat, mais aussi les autres groupes autochtones qui sont impliqués dans le projet. On parle déjà des financements parce qu'il y a
ça prend du temps. Maintenant, on a un investisseur majeur des États-Unis qui ont pris une décision de travailler dans l'industrie minière pour les minéraux critiques et stratégiques. Ils ont un vue à long terme. Ils ont décidé de travailler dans le but de trouver des solutions pour la chaîne d'approvisionnement parce que la sécurité pour l'industrie de l'Ouest, de les États-Unis et du Canada et de l'Europe et du Japon, c'était vraiment quelque chose d'important pour eux. Alors, même s'il vient de New York, la communauté d'investissement, ils ont vraiment développé une stratégie. C'est sur leur site web. C'est un nouveau fonds qu'ils ont établi qui s'est nommé Supply Chain and Strategic Opportunities. Alors, la compagnie, le nom, c'est Cerberus Capital Management. Et au futur, j'aimerais les inviter ici à cette île pour que vous pourrez leur avoir une introduction parce qu'ils veulent vraiment être ici dans le projet à long terme. En passant, c'est-tu le seul projet de mine de terre rare au Québec? Y a-t-il d'autres projets de mine de terre rare? Il y a d'autres projets de terre rare ici au Québec, mais le projet de Strange Lake est le plus avancé et le projet où il y a le meilleur mélange de terres rares qui sont en demande croissante. Herman Martel. Moi, la question que j'ai, c'est d'un, j'ai trouvé votre présentation intéressante, mais beaucoup vue avec seulement les beaux côtés. Moi, ça ne me rassure pas de voir des choses qui sont faites de façon aussi jovialiste. Donc, j'aime moins ça. Mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi vous l'avez mis là? Okay, on est juste à côté de notre source d'eau. Et il y a Pointe-Noire, qu'il y a des terrains, il y a toutes sortes de places où il y aurait pu être, mais pourquoi là? Surtout que vous dites que vous faites fonctionner en circuit fermé pour l'eau. Fait que d'un, vous avez acheté le terrain, il est déjà acheté? Le terrain, il est déjà acheté ou pas? OK, fait qu'il pourrait être déplacé ailleurs. OK? Fait que moi, ma grande question, c'est, je comprends que vous allez faire beaucoup de choses pour minimiser puis tout ça, là, mais est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre, en tout cas, beaucoup plus loin? Parce que moi, je ne suis pas opposé à votre projet, mais je suis opposé au fait qu'il soit là. C'est ça qui me tente. C'est ça qui me tente. C'est ça qui tente une partie de la population aussi. Fait que, pourriez-vous envisager d'autres? C'est quoi les alternatives que vous avez? N'as-tu d'autres que vous pourriez nous présenter? À ce moment, on a fait une analyse l'année passée. C'était un terrain qui a été proposé à nous. On avait plusieurs critères. Ce site a rempli tous ces critères, mais pour nous, c'est très important que c'est aussi environnementaux, des risques, tout ça, tous ces concerns peuvent être acheminés. Maintenant, on n'a pas eu une proposition d'un autre site qui peut remplir tous les critères qu'on a pour l'électricité, pour le terrain, tout ça. Mais bien sûr, nous sommes toujours ouverts à faire des analyses pour les options. Mais prenez pour l'environnement Pointe-Noire, c'est plus proche d'un port de mer, on se trimballe moins sur la route. On est donc, puis on est plus loin de notre source d'eau. Fait que moi, en tout cas, je vais vous trouver sérieux seulement la journée où vous allez proposer quelque chose qui ne sera pas là. OK? Puis si c'est là, ça, je ne trouverai pas ça très sérieux comme approche. Merci beaucoup. Merci. Quand on parle de salaire bien rémunéré, c'est quoi? C'est concurrentiel avec les salaires de la région ou Oui, ça va être concurrentiel avec l'industrie en général dans la région. On compétitionne avec les autres industries minières, les autres industries lourdes qu'il y a dans la région. OK. Ça, vous avez des chances d'avoir du monde. Puis, y a-t-il des idées de construction de logements ou des aides qui peuvent se faire pour que le monde construise
s'embarque avec vous pour construire d'autres logements? Il faut qu'on parle avec la ville. C'est vraiment embryonnaire comme idée, mais oui, on aurait l'intention de développer du logement. Il y a quand même plusieurs personnes que je connais de l'extérieur qui ont voulu venir travailler ici, qui n'ont pas été capables d'avoir de logement. Ouais. Je vous remercie. Régis Saint-Onge. Ça part de bateau là-bas. Ça s'en vient où à cette île? Direct à Pointe-Noire? C'est pas encore décidé pour le moment, donc il y a deux possibilités. Ça peut être à Pointe-Noire ou encore ça pourrait être au quai de cette île. L'emplacement n'a pas encore été finalisé, là. OK. Si ça va à Pointe-Noire, ça embarque dans un train, ça s'en va à votre mine? Ce serait par camion. Ce serait transporté par camion à partir de Pointe-Noire. Le concentré serait dans des conteneurs maritimes. OK, dans vos super sacs? Des super sacs. C'est ça, les super sacs sont à l'intérieur d'un conteneur, donc vraiment au niveau des risques, c'est minimisé. De la façon que ça va être aménagé, il va y avoir de l'espace, beaucoup d'espace à l'intérieur des conteneurs pour pouvoir contenir les super sacs, donc double couverture, celle des sacs et en plus le conteneur qui est autour. Les super sacs, mais qu'ils soient vides, ils vont où? Les super sacs. Ils vont être enfouis, eux autres aussi? Non, c'est ça. Actuellement, ils vont être réutilisés. Ils vont pouvoir être réutilisés plusieurs fois. Puis par la suite, ben, ça va être géré comme une matière dangereuse, le super sac. Ouais. OK. Les poussières qui vont sortir de là, mais qui reprennent pour les remonter en haut, vont aller où ces poussières-là? Parce qu'il va y en avoir de la poussière là-dedans. Oui, ben, ça va être à l'intérieur des conteneurs. Donc, ça va être réacheminé au niveau du transport. Ouais. Puis tantôt, tu parlais de s'il y avait un déversement pour l'eau, exemple, il n'y a pas de danger que ça y aille le lac des Rapides. Ça va aller où à la place? Vers le parc Farland? Non, c'est sûr. Tout est sûr à soir, là. Tout est sûr, tout est facile. Non, c'est pas facile, tout à fait, là. Puis non, on n'a pas des lunettes roses, là. On est conscient là, qu'il y a des choses à regarder, mais on fait justement tous les devoirs pour pouvoir à la base minimiser le plus les impacts directement de notre projet. Là, je suis en train de perdre le fil de la question. C'est quoi votre question? L'eau, elle va aller où? Oui, l'eau, OK, oui. Donc, non, pas du tout. Il y a aussi la rivière au Foin qui est plutôt dans notre bassin versant. Donc, c'est certain que l'objectif, c'est d'avoir zéro déversement. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de nos réservoirs de produits chimiques, ça va être à l'intérieur de bassins de rétention. Tous les endroits où il va y avoir de la manipulation, ça va être des dalles de béton là, qui vont vraiment permettre de contenir tous les déversements. On va mettre toutes les mesures en place de sécurité là, pour s'assurer que ça ne mène pas à l'extérieur du site. Il va aussi avoir, c'est certain qu'au niveau de la qualité des eaux souterraines, il va y avoir des puits de suivi qui vont être en place pour s'assurer qu'il n'y a aucun produit qui provient de nos installations qui s'en va, qui contamine les eaux souterraines. OK. Merci. Encore moi, Guillaume. Dans le fond, vous parliez de 260 emplois directs ici à cette île. Oui. Puis site minier, c'est-tu... 200. 200. 200 à la mine, 250 ici, 25-30 au port du côté du Labrador. OK. Puis la mine, est située Labrador ou c'est juste du le côté chemin du Québec? Juste en bordure du Nunavik, entre la rivière, le George River, puis Shefferville. OK. Puis, point de vue, ça, c'est sûr qu'on s'entend qu'il n'y a pas de personnes autour. Là. Ça, c'est sûr, c'est fly. T'as pas le choix. Là. Pour aller à la mine, c'est fly in, fly out, oui. Il va y avoir un camp là-bas, puis les employés vont venir de différentes régions. Mais oui, c'est ouvert aux gens de cette île puis du quartier Ferland, c'est certain. Là. OK. All right, merci.
quelques questions. Vous avez parlé du bassin versant. Il y avait aussi été question d'une modélisation par rapport à la contamination du lac rapide par l'air. Ça, je pense qu'il n'y en a pas été question ce soir. Si ça révèle une contamination partielle de notre source d'eau potable, avez-vous d'autres solutions? Si avec les émanations, ça s'en va vers le lac rapide, parce que l'air et le vent à cette île, ça bouge beaucoup. Bien, ça, tout à fait, ça nous préoccupe, c'est certain. Là, on est tout à fait conscient qu'on est à proximité. Là, donc, nos études, les études qu'on va faire, puis les choses qu'on va mettre en place, on va faire en sorte que au niveau de l'air, les contaminants ne seront même pas capables de se rendre jusqu'au lac des Rapides. Donc, les modélisations et nos technologies vont nous permettre de regarder ça. Puis aussi, d'un autre côté, on va avoir des stations de qualité de l'air ambiant qui vont vraiment permettre, lors des opérations, de s'assurer en continu qu'on respecte toutes les normes, donc il n'y a pas de contamination. Si, à un moment donné, sur nos lecteurs qui sont aux limites de propriété ou qui ont été mis aux endroits stratégiques, si on a des lectures qui nous flaguent un indice que oups, ça pourrait être problématique, on arrêtera les opérations. Ça va être ça notre engagement. Là, ouais. Donc, est-ce qu'il va y avoir des capteurs d'air et des capteurs de contaminants, radon, toron, tout ça, même dans la population du parc Ferland et de cette île? Aux endroits qui vont être identifiés au niveau de nos études, là, aux endroits stratégiques. D'accord. D'ailleurs, les études à la santé vont être faites dans un rayon de 3 km. Certaines composantes vont être faites dans un rayon de 10 km. Ça va être quoi, ces composantes-là? Oui, au niveau de la qualité de l'air, ça va aller dans un rayon de 10 km, exactement. Parfait. Et il y avait été question aussi dans les procédés du nitrate d'ammonium, qui fait partie d'un de vos procédés. Ouais. Il y a été question de le produire aussi à un moment donné, de le stocker. Est-ce que c'est encore d'actualité? Oui, dans le fond, le nitrate d'ammonium, ça fait partie des extrants. Donc, c'est pas un produit, c'est pas quelque chose qu'on produit. C'est un je vais y arriver. C'est un sous-produit de production. Donc, comme il y a une capacité, comme on peut le valoriser, donc ça sert dans les engrais. Donc, on va l'entreposer. C'est du nitrate d'ammonium qui est en solution. Donc, ouais, on a beaucoup entendu parler du nitrate d'ammonium quand il est sous forme de poudre est explosif. Donc, sous forme de solution, dans la forme dans laquelle on va la retrouver, ce n'est pas problématique au niveau explosif. Et vous n'avez pas les quantités encore en lien avec ça? On a des quantités. Que ça va être entreposé? Non, c'est ça, on n'a pas les détails exactement. Le réservoir, c'est quoi la capacité, où est-ce qu'il va être entreposé. On est en train de le designer, tout ça. Ouais. D'accord. Dernière question. Les dépliants n'ont pas été distribués à tous les résidents du parc Ferland. Ah. On aimerait juste savoir pourquoi tout le monde n'est pas invité de façon postale. Oui. Oui, exactement. Moi aussi, j'aimerais savoir pourquoi. Comme ça. Ça a parlé de transparence tantôt, mais non, tout le monde n'est pas invité. C'était pas... c'est une erreur. Je ne sais pas pourquoi. Merci de nous le partager, ça. La prochaine fois, on va être certain qu'il n'y a pas d'erreur comme ça. On a travaillé avec nos partenaires. Nous ne sommes pas un expert sur ça, mais on va faire mieux. D'accord, merci. Là-dessus, Aline, je pense que tu as peut-être un élément de clarification. Oui, en fait, mais c'est à nous pour être certains qu'ils font le bon job. Alors, la prochaine fois, on ferait mieux. Oui, parce qu'il n'y a pas personne que je connais qui m'en reçu en passant. On parle de 150 000 tonnes transportées par camion par année. Ça fait combien de camions, ça? C'est à peu près une trentaine de camions par jour. 30 camions par jour? Oui, à peu près. Entre 20 et 30 camions par jour. Là, Ça fait énormément. Moi, je pensais que si vous faisiez débarquer, moi, c'était dans ma tête, c'était facile. Il y a des trains partout. Puis les trains passent à côté de votre site. Même, il aurait passé aussi à côté de vos bouches que bien du monde préférait que vous fassiez votre terrain. Je trouve que c'est énorme quand même.
pour la route. C'est une analyse qui se fait. La prochaine fois, on va demander à notre groupe d'ingénieurs et logistique de discuter c'était quoi l'analyse, c'est quoi le trade-off, tout ça. Vous avez raison, le train est souvent une meilleure solution, mais on va partager ces détails de cette analyse. Et, pour tous les conteneurs, allez-vous avoir une place d'entreposage, une bâtisse, ou ça va être dehors, les conteneurs? Oui, il va y avoir une partie, selon nos plans actuellement, il y aura une partie qui sera entreposée sur les terrains du port de Sept-Îles, mais une grosse partie, la plupart, serait sur notre site. Donc, oui, puis au niveau du transport par train, par camion, c'est des choses qui ont été évaluées là, par l'ingénierie. Les deux possibilités existaient. Ils ont retenu le transport par camion, une question de logistique. Ouais. Puis ça va être entreposé sur un terrain ou dans des bâtisses intérieures? Dans des bâtisses intérieures, je pense. Ouais. On est encore, c'est ça, je dis ça, là, comme je disais, on est encore au début du projet, on n'a peut-être pas toutes, j'ai peut-être pas toutes les réponses, là, donc ça va être confirmé, là, sous peu, là, ouais. Mais toujours dans chaque analyse qu'on fait, c'est que les critères, c'est si c'est sécuritaire, on prend note des risques qui peuvent arriver, c'est quoi les options, tout ça. On essaie toujours à faire des décisions en vue globale des impacts de ces décisions. Mais un autre point pour nous, pour les terres rares, ils ont des prix élevés. Alors pour nous aussi, c'est important de être sécuritaire. Comme le fer, c'est à peu près quelques $100 par tonne. Pour nous, le concentré qui arrive de l'acide minier, c'est des $1000 par tonne. Et après le procédé de séparation, ces produits ont des valeurs assez hautes comme $100 par kilogramme, $400 par kilogramme. Alors, c'est vraiment différent. Et alors, les volumes sont plus petits, la valeur est plus haute. Alors, ça prend aussi partie de la décision comment on la gère. Comment vous allez réinvestir. Je vous remercie. Merci. Merci. Moi, j'ai une question à propos de la toile pour l'étanchéité. Je voulais savoir, au bout de 30 ans, là, à la fin de la durée de vie de la mine, là, comment on va s'assurer qu'il n'y a pas de fuite? Là, il va y avoir un système, là, parce que vous autres, vous allez être partis. Là. Nous autres, on va rester, on va être encore là. Fait que c'est ça que je veux savoir. Oui. Au niveau, c'est ça, de la toile, comme je disais, il y a une toile qui va être double avec des systèmes de détection de fuite. Oui, la mine va opérer pendant 30 ans, mais nous, nos devoirs ne s'arrêtent pas à 30 ans. Ça s'arrête à des années et des années, une centaine d'années par la suite. On doit présenter pour pouvoir avoir nos permis, pour pouvoir obtenir nos permis d'opération. On doit présenter un plan de fermeture et de réhabilitation. Et ce plan de fermeture-là et de réhabilitation, on doit prouver qu'on va faire le suivi jusqu'à temps que tout est aux critères acceptables par le ministère. Donc, on va devoir, pendant les premières années suite à la fermeture, continuer à faire le suivi comme on faisait pendant son opération. À un moment donné, quand on aura atteint certains critères qui ont été déjà définis au début du projet, quand on aura atteint ces critères-là acceptables, là, on pourra peut-être faire des suivis qui vont être moins fréquents et on va arrêter les suivis, tout ça, quand les niveaux environnementaux au niveau des eaux, de tous les critères de suivi qu'on a de façon générale soient parfaits puis soient selon les attentes du ministère. Donc, on a vraiment un engagement qui va continuer jusqu'à ce que tout le site soit vraiment réhabilité à 100%. Là. Puis, dans un cas de faillite ou quelque chose comme ça, est-ce que la compagnie serait quand même, y a-t-il quelqu'un qui serait tenu responsable? Oui, le gouvernement nous demande d'avoir, tout à fait, excellente question, là, le gouvernement nous demande de mettre en place des sous, un fonds. Donc, si on n'est plus là, on n'est pas ça,
les sous qui sont requis pour faire la fermeture vont déjà être dans les mains du gouvernement. Puis ça, c'est des choses qui ont été mises en place avec les années, parce qu'on sait que dans le passé, au niveau minier des industries, il y avait des sites qui pouvaient être abandonnés, puis là, le gouvernement était pris à devoir faire eux-mêmes la réhabilitation. Donc, c'est pour ça que maintenant, ils ont mis ce genre de mesures en place. OK. Merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Pardon. Oui, une autre question. Merci. Oui, bonsoir. Vous parliez de radioactivité tout à l'heure, puis vous semblez dire qu'il n'y a pas vraiment de risque, mais est-ce que vous êtes ouvert pour vraiment voir les impacts là, avant le projet, peut-être avoir une mesure initiale, puis peut-être pendant aussi, faire des mesures répétées, peut-être même dans les endroits habitables, là, directement au parc Ferland? Est-ce que c'est quelque chose que le dans les endroits habitables, au parc Ferland directement, par exemple? Dans les, parce qu'étant donné que c'est des maisons mobiles, moi, je viens tout juste d'en acheter une ici dans le coin, puis comme il n'y a pas de fondation, ben, au niveau du radon, tout ça, c'est peut-être, bon, je présume, plus à risque. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose pour lequel vous seriez à l'aise là, de fournir, par exemple, des détecteurs de ces... On pourra regarder ça, mais je sais qu'il y a déjà en place au niveau de la ville de Sept-Îles un programme justement pour le suivi du radon. On pourrait peut-être parler avec la ville, comment est-ce qu'on pourrait comme s'impliquer au niveau de Tarngat là, pour pouvoir participer à ça. Puis certain qu'au niveau de l'étude de base, l'étude de référence, on fait des mesures pour les différents radionucléides, autant sur le site que le lac des Rapides, la rivière au Foin, pour savoir c'est quoi les niveaux de base. Puis c'est ça. Quand on aura les mesures et tout ça, on les partagera. Puis c'est sûr qu'au niveau des études d'impact, ça va être des chiffres qui vont être présentés. Parfait, merci. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, monsieur? La distance? Le trajet? 170 km. Ah, de la mine à la mer, oui. 180. Pour la route de la mine jusqu'à la côte du Labrador, ouais, c'est ça, c'est 180 km. Oui, c'est 180 km. C'est une voie simple, style une voie forestière. Et les voyages vont se faire en convoi. Et la période de transport va se faire aussi juste durant la période d'hiver, soit de novembre à mars à peu près. Merci. Bonjour, je voudrais juste confirmer, vous disiez tantôt 30 conteneurs, 30 véhicules lourds, c'est par semaine, par mois? Par jour, oui. Par jour? Par jour, oui. Parce qu'on parle de 150 000 tonnes, c'est la loi pour le transport, c'est 30 tonnes par conteneur. Ça fait 5 000 conteneurs par année d'aller-retour. Oui. Sur un chemin, simplement. J'avais fait les calculs, approximativement, c'est en considérant des 20 tonnes là, par trajet. Là, donc, peut-être que j'étais pas, mes chiffres n'étaient pas justes, mais... C'est ça, c'est parfait. Donc, ouais. Fait que ceux qui travaillent chez Alouette, Pointe-Noire, ils vont avoir du plaisir. Ouais. Oui. Maximum, c'est ça, 30 tonnes, mais c'est ça, les calculs, on les avait faits à partir de 20 tonnes, là, parce que justement, on se donnait une marge, ouais. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions pour nos représentants ce soir? Oui, allez-y. Je suis un peu gênée, là, mais est-ce qu'on a des plans d'urgence en cas de contamination? De pensée, de fait, si le lac est contaminé, comment on réagit? Si le parc Ferland est contaminé, c'est quoi le plan d'urgence? Est-ce qu'il y a des choses de pensée? C'est certain que nous, de notre côté, il va y avoir un plan d'urgence qui va être mis en place sur le site là, pour voir s'il y a un déversement, pour mettre en place toutes les mesures de protection rapide pour pouvoir limiter tous les impacts. Ça va faire partie des choses qui vont être présentées, qui vont faire partie intégrante des documents qui seront remis pour les études d'impact. Tout ça va être arrimé avec le plan d'urgence existant de la ville. Donc, on va identifier certains scénarios.
certains scénarios. C'est certain qu'on va pratiquer de façon régulière avec les autorités. C'est sûr qu'à la base, on va vouloir qu'aucun scénario se produise. On va mettre toutes les mesures de mitigation en place possibles pour... Exactement. Et c'est pour ça qu'on va mettre en place des plans d'urgence puis qu'on va les pratiquer de façon régulière en collaboration avec la Ville s'il y a des choses qui peuvent impacter la rivière au Foin ou d'autres choses qui sont à l'extérieur de nos limites de propriété. Les autres voisins industriels aussi à ne pas négliger. Ouais. Puis ces plans-là vont être distribués à la population dès que tout sera... S'il y a des choses justement qui peuvent impacter la population, ça va être les mesures qui seraient à mettre en place seraient partagées. Et aussi, on va avoir un comité de la population pour assurer qu'il y a un bon échange d'informations, parce qu'on peut dire aller au site web, mais on veut assurer que l'information est vraiment accessible. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Oui, l'équipe de management de l'usine va demeurer à Sept-Îles éventuellement, oui. On garde ça en tête, merci. Une dernière question, allez-y. Quelque chose de similaire, mais pour l'ensemble de la ville de Sept-Îles, une rencontre comme ce soir. OK. On serait ici souvent. J'ai vu que vous vous impliquez aussi dans les garderies, etc. Est-ce que vous allez bâtir des garderies, des centres de la petite enfance ou... Parce que si vous accueillez des gens de l'extérieur, ils vont tous voler nos places qui sont vraiment très, très limitées. Non, on veut s'impliquer dans ce domaine-là, oui, effectivement. Ça fait partie de notre engagement qu'on voudrait mettre en place. Puis ça va être... Et de la façon dont on veut le travailler aussi, ne serait-ce que pour les logements aussi, c'est pas nécessairement juste pour nos travailleurs. On va travailler avec la Ville pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut investir au niveau des logements, des services de garderie, etc., qui vont pouvoir bénéficier à toute la population, pas juste pour nous. Puis s'il y a des gens de la population qui viennent rester dans les logements, bien, ça libère des maisons pour d'autres choses. Puis, le plan, il est juste encore en potentiel, puis c'est juste pensé. Il y a des trucs concrets qu'on peut savoir. Il va y avoir des garderies faites. Vendredi, on va avoir notre deuxième rencontre pour travailler sur ce plan-là. Donc, c'est pas quelque chose pour demain, c'est quelque chose à longue haleine, mais ça fait partie de notre plan. Un petit peu plus tard. Exact. Ouais. Oui. Moi, j'en reviens encore pour le transport. Si tu voyages par Pointe-Noire, tu es sur la traque de chemin de fer en partant, aller jusqu'à ta mine. Moi, la mine, je la déplacerais d'un plus vers Pointe-Noire, dans le bois où il n'y a pas de maison à 1 kilomètre. Parce que là, tu es collé sur les maisons du Parc Farland, tu es collé sur les maisons de Place de Lens aussi. Tu n'es pas loin de Place de Lens, tu es à côté dessus aussi. Fait que toute la poussière que tu vas perdre, parce que c'est sûr que tu vas en perdre, ça va aller où? Ça va aller dans tes capteurs, mais il va être trop tard. Parce que tu as de l'uranium, tu as tous les beaux produits qui font un poison vif. Puis là, ben, c'est ça. Tu es autour des maisons, tu es carrément autour des maisons. Si tu débarques ton stock à Pointe-Noire, tu vas faire 10 km, 8 km de train. Tu peux te bâtir une usine là, puis personne ne va chioler. Oui, je comprends complètement vos préoccupations. Puis en effet, c'est situé justement à côté des installations portuaires. Donc, c'est un endroit idéal. Selon certains critères, mais avec, je n'étais pas là à ce moment-là, mais il y a eu quand même plusieurs discussions avec la Ville et ça avait été vraiment à ce moment-là. Puis encore maintenant, je pense que c'est comme l'endroit qui était vraiment privilégié là, pour l'installation, pour nos installations. Au niveau des poussières, je comprends tout à fait que c'est une crainte. Puis, il y a, de façon générale, il y a la poussière de route. Ici aussi, il y a beaucoup de sable. C'est très sablonneux, donc c'est sûr que c'est un enjeu particulier. Donc, mais
Si on parle de la poussière qui proviendrait du concentré pour le transport, comme ça va se retrouver à l'intérieur de sacs qui vont se retrouver à l'intérieur de conteneurs, il n'y a vraiment pas de risque de poussière radioactive, légèrement avec de la radioactivité naturelle lors du transport. Puis au niveau des capteurs, non, il ne sera pas trop tard. Quand on va capter les particules, ça va être assez à proximité. Et s'il y a un problème, là, on arrête nos opérations. Parce que là, tu te trouves à être direct aux côtés de l'Hydro-Québec? Oui, on n'est pas très loin d'Hydro-Québec, oui. Tu es à l'est du boulevard Vigneault, hein? Tu n'es pas à l'ouest. Oui, excusez, oui. Oh my God. Oui, je suis à l'est, désolée. Le problème d'orientation. Pourquoi j'ai dit extrême ouest, hein? Ouais. Vous auriez dû me corriger. Vous semblez dire que c'est un site privilégié pour beaucoup de vos critères, mais j'ai l'impression que ça ne semble pas être les mêmes critères que nous, puis qu'effectivement, vous êtes beaucoup trop près des résidents et de notre source d'eau potable. Je ne pense pas présentement, avec ce que je vois, que vous avez l'acceptabilité sociale des résidents du quartier. C'est tout. Oui, bien sûr, nous avons encore du travail à faire pour continuer à faire nos analyses d'études de base et pour démontrer ces informations en assez de détails. Nous comprenons que nous n'avons pas toutes les réponses détaillées que vous voulez, mais c'est notre approche de engager au début du projet quand on est en train de le développer parce qu'on veut l'optimiser, on veut comprendre les concerns. À ce moment, il n'y a pas un terrain qui à nous est proposé à Pointe-Noire. On a des discussions, mais c'est pas, on n'a pas eu une option viable qui a nous est discutée. Quelque chose d'autre à ajouter? En tout cas, moi, je comprends que vous avez encore de l'ouverture pour choisir un autre terrain. Je souhaite que vous le faites vraiment, parce que c'est, comme l'a dit la dame juste avant moi, je pense que si vous voulez vraiment l'accessibilité sociale, c'est vraiment là, l'acceptabilité, en tout cas, un peu de misère, là, c'est vraiment là que vous allez l'avoir. Et des terrains à Pointe-Noire, ça reste à la ville de Sept-Îles. Je ne sais pas pourquoi on vous a proposé ce terrain-là, puis c'est probablement le pire endroit où vous pourriez être. Okay? Fait que moi, je vous souhaite vraiment, en tout cas, je souhaite vraiment que vous regardiez activement pour trouver un terrain à Pointe-Noire. Puis si ce n'est pas la ville qui vous le propose, bien, trouvez des gens qui en ont des terrains qui vous le proposera, que ce sera le ministère des Terres et Forêts ou n'importe quoi. Essayez de trouver ce terrain-là. Je pense qu'à partir de là, on pourra avoir une base de discussion très intéressante pour votre projet. Merci beaucoup. Merci des commentaires. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si oui, voulez-vous aller au micro? D'accord. Il y a aussi, évidemment, les commentaires peuvent être acheminés en tout temps. Merci des commentaires. Est-ce qu'on a d'autres questions pour nos représentants de Torngat? Ben, merci beaucoup tout le monde. Comme Christine l'a mentionné,